Bonjour à tous. Donc les facteurs d'instabilité fémoro-patellaire ont été étudiés lors d'une étude Princeps réalisée en 1987 par le professeur Dejour, dans laquelle il comparait trois groupes, un groupe avec des luxations patellaires, un groupe contrôle de syndrome douloureux rotulien sans luxation et un groupe asymptomatique. Ils avaient pu mettre en évidence 4 facteurs de risque principaux radiologiques pour lesquels une corrélation statistique forte avait été mise en évidence et des facteurs de risque secondaires. Des études plus récentes ont confirmé l'importance de ces facteurs de risque et aussi qu'ils étaient souvent associés. Donc la dysplasie de trochlée, il s'agit du facteur de risque principal d'instabilité fémoro-patellaire. Elle correspond à une trochlée plate ou convexe. Et le docteur Dejour vous présentera les deux classifications pour cette dysplasie de trochlée. Elle est extrêmement fréquente dans le groupe luxation patellaire, on l'a retrouvée dans 96% des cas, et en revanche dans le groupe contrôle, le taux de dysplasie de trochlée était extrêmement faible, 3%. La patella alta, il s'agit du second facteur de risque d'instabilité patellaire. En effet, lorsque la rotule est haute, il y a un retard d'engagement de la patella dans la trochlée qui stabilise cette rotule, et cette rotule est donc moins stabilisée avec un risque de luxation plus important. Elle est définie par un index de Caton-Deschamps supérieur à 1,2. On retrouvait 30% de patella alta dans le groupe luxation patellaire, et en revanche, dans le groupe contrôle, il n'y avait aucun cas de rotule haute retrouvé. Le troisième facteur est la distance tubérosité tibiale et gorge trochléenne. Cette distance permet d'évaluer l'alignement de l'appareil extenseur. S'il s'agit d'un facteur de risque qui n'est jamais isolé et pour lequel la valeur pathologique était une distance supérieure ou égale à 20 mm. Et pour finir, le quatrième facteur était le tilt patellaire, qui n'est pas un facteur de risque en soi, mais plus une conséquence. En 1987, on pensait qu'il était lié à la dysplasie du muscle vaste médial avec une orientation et une insertion pathologique des fibres musculaires. Et en 2012, on a pu mettre en évidence qu'il était secondaire à la dysplasie de la trochlée. La valeur seuil était définie à 20 degrés. Concernant les facteurs de risque secondaires, on sait qu'ils sont en proportion plus importante dans le groupe avec des luxations patellaires, sans pour autant qu'on ait pu mettre en évidence de seuil pathologique. Ils ont néanmoins un impact dans la genèse des douleurs et dans la luxation, dans les épisodes de luxation patellaire qu'ils peuvent augmenter. Ces facteurs secondaires sont la dysplasie patellaire, le genu-valgum, les troubles torsionnels et le genu-recurvatum. Concernant le genu-valgum, il va avoir une influence sur le tracking patellaire en augmentant les contraintes latérales sur la trochlée. Il n'y a pas de corrélation statistique forte qui ont été pu mettre en évidence, il n'y a pas non plus de valeur seuil. Néanmoins, les différentes études qui analysent ce genu-valgum dans l'instabilité patellaire faisaient référence à des limites autour de 10 à 15 degrés de genu-valgum pour proposer des ostéotomies de correction. Concernant les troubles torsionnels, on sait qu'il y a une grosse variabilité anatomique interindividuelle, une variabilité dans les techniques de mesure et aussi dans les repères utilisés. Tout cela aboutit à une difficulté à définir des valeurs excessives, seuil, et à vous proposer des valeurs limites. Ils ont néanmoins un impact dans la modification de la cinématique fémoro-patellaire, peuvent être à l'origine de douleurs, de lésions dégénératives ou bien augmenter une instabilité patellaire. Le premier est l'antéversion fémorale excessive, avec une valeur normale autour de 14 degrés. Cette antéversion fémorale excessive va avoir comme effet une rotation interne de hanche qui va entraîner un valgus dynamique. Et on sait que dans ces cas, ces patients ont des quadriceps qui sont plus latéralisés que la normale. Tout cela va aboutir à avoir une translation de la patella sur la trochlée, ce qui va réduire les surfaces de contact et augmenter les pressions. Idem, le deuxième facteur torsionnel est la torsion tibiale externe excessive, qui va avoir comme conséquence une rotation interne de hanche plus importante et un valgus dynamique augmenté. Pour conclure, lorsqu'on est face à une instabilité patellaire, une première indication, il est important d'analyser les facteurs de risque principaux et de proposer aux patients un traitement adapté. Lorsqu'on est face à un échec, il faut à nouveau réanalyser ces facteurs de risque principaux et avoir une attention particulière aussi aux facteurs de risque secondaires qui vont permettre d'avoir une analyse plus précise de ces échecs et d'adapter le traitement en cas de reprise. Je vous remercie.